Ma femme et moi avons tous les deux 44 ans. Nous avions 17 ans lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois et depuis lors, nous sommes devenus les meilleurs amis. Nous avons commencé à sortir ensemble quelques années plus tard, alors que nous avions la vingtaine. Finalement, nous nous sommes mariés et avons profité d'un mariage solide pendant 18 ans, passant un total de plus de 26 ans ensemble. Pendant ce temps, nous avons dirigé une entreprise prospère qui nous a permis de nous déplacer à travers le pays. Alors que ma femme m'a soutenu dans l'entreprise, elle s'est surtout appuyée sur mon travail pour sa stabilité financière. Cela ne me dérangeait pas, car j'ai été élevée avec la croyance que les hommes devraient être les principaux soutiens de famille. Comme tout couple, nous avons connu notre lot de hauts et de bas. Cependant, les choses ont pris un tournant difficile en 2015 lorsque la mère de ma femme a été diagnostiquée d'un cancer et est décédée l'année suivante. Juste 9 mois plus tard, son père est également décédé. En plus de ses pertes personnelles, notre entreprise a rencontré des difficultés et à la fin de 2019, elle a finalement échoué, nous conduisant à déposer le bilan au début de 2020. J'ai vraiment été abattue tout au long de cette épreuve, passant les années suivantes dans un état de dépression. La seule chose à laquelle je me suis accrochée comme un aspect positif de ma vie était mon mariage. Cependant, alors que notre entreprise commençait à rencontrer des difficultés, ma femme a pris un emploi pour nous aider. Elle a fini par travailler dans un grand magasin de vente au détail et a finalement été promue à un poste de direction. Pendant ce temps, j'ai pris beaucoup de poids. Maintenant, je me retrouve en surpoids, ayant perdu mon entreprise et me sentant au plus bas de ma vie. Lorsque la pandémie a pris de l'ampleur, je suis devenue assez isolée en raison de mes préoccupations concernant l'asthme. Ma femme, en revanche, a continué à travailler tout au long de cette période. Elle a commencé à travailler tard et les jours de congé, elle allait fréquemment faire des achats chez Target, ce qui, compte tenu des confinements, aurait dû éveiller des soupçons. Un dimanche matin, elle m'a réveillée à 6 heures du matin pour me dire qu'elle allait au parc pour marcher car ses jambes se sentaient agitées. Cela m'a semblé un peu étrange, mais je pouvais comprendre le fait de faire des choses inhabituelles pour soulager le syndrome des jambes agitées, car il m'arrivait parfois de marcher sur son tapis roulant au milieu de la nuit. Pas de quoi en faire tout un plat, vraiment. Quand elle est revenue, nous avons pris le petit déjeuner et elle est allée se doucher. Pendant que j'étais dans mon bureau, travaillant sur mon ordinateur, elle est entrée complètement nue, s'est retournée pour me séduire, puis est allée dans la chambre, ce à quoi naturellement je l'ai suivie. Nous avons toujours eu une vie sexuelle active. Elle voulait que je la satisfasse. Mais j'ai remarqué une odeur étrange, alors je suis sortie de la pièce en pensant que c'était peut-être parce qu'elle était allée se promener au parc. Me tromper était la dernière chose à laquelle je pensais à ce moment-là, donc je n'étais pas vraiment inquiet. Mais quelque chose me tracassait. Le lendemain, j'ai vérifié son historique de navigation et découvert qu'elle était sur les pages Facebook de 2 gars que je savais ne pas travailler dans son magasin. Cela m'inquiétait car elle n'avait pas d'amis hommes qui n'étaient pas des collègues. Un autre jour passe et mon esprit divaguait toujours. Puis, une nuit, à 3 heures du matin, ça m'a frappé. Je me suis réveillée, et l'idée de vérifier son téléphone m'inquiétait, mais je suis restée au lit un moment, hésitant à me lever car j'étais fatiguée. Finalement, j'ai pris son téléphone, sans vraiment savoir ce que je cherchais. Presque instantanément, j'ai vu Snapchat, dont je ne savais même pas qu'elle l'avait. Elle avait 3 amis hommes, 2 d'entre eux que je l'ai vu vérifier sur Facebook et un gars avec qui elle travaillait. Quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé si ça allait, mais je lui ai directement demandé si elle me trompait, et elle l'a nié. Nous avons parlé pendant quelques heures et pendant la conversation, j'ai découvert que je pouvais télécharger l'historique de son Snapchat,
Alors je me suis enfermée dans notre salle de bain et j'ai procédé à le faire. Elle m'a supplié de ne pas le faire, admettant qu'elle m'avait effectivement trompée. À cet instant, j'ai senti ma vie entière voler en éclats. J'avais l'impression qu'elle m'avait abandonnée à mon plus bas niveau, au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Elle a nié cela, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Elle m'a jeté à la figure qu'elle est celle qui nous soutient maintenant, comme si elle avait oublié les 17 premières années de notre mariage où elle n'avait pas à travailler et pouvait faire du shopping librement. Oh, et maintenant elle prétend qu'elle n'est pas matérialiste. Eh bien, ces deux gars sont des perdants fauchés. L'un a même emprunté de l'argent à ma femme, mais j'y reviendrai plus tard. L'autre vit dans une caravane délabrée appartenant à un parent, car son crédit est si terrible qu'il ne pouvait pas louer sa propre place. Il a également été arrêté pour conduite en état d'ivresse plus d'une fois. J'ai ensuite envoyé des messages aux deux gars sur Facebook, les traitant de minables, et en informant chacun d'eux à propos de l'autre. Drôle de voir qu'il était contrarié qu'elle les trompait avec d'autres personnes en plus d'eux. L'un d'eux n'a pas répondu, mais celui qui a emprunté de l'argent à ma femme veut maintenant se battre avec moi. Plus tard, j'ai découvert qu'il était obsédé par l'idée de se battre avec moi et qu'il ne cessait de dire à ma femme qu'il voulait se battre avec moi. Ensuite, il lui a donné une autre nouvelle. Il lui a dit qu'il ne lui rembourserait pas. La tête tourbillonnante à cause de ces événements. Je savais que j'avais besoin d'aide. J'ai contacté mon vieux copain, qui se trouve être avocat. Lui et moi étions inséparables à l'époque. Nos parents étaient les meilleurs amis, et nous avons pratiquement grandi ensemble. Beaucoup de nos meilleurs souvenirs d'enfance s'impliquaient de courir dans notre quartier et de traîner ensemble pendant notre adolescence. C'était surréaliste de me tourner vers lui maintenant dans une telle situation grave. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est sa réponse. Connaissant mes difficultés financières, il a proposé de m'aider gratuitement. C'était un moment bouleversant. Je ne m'attendais pas à une telle générosité, surtout pas dans ces temps difficiles, alors j'ai travaillé avec mon ami avocat pour mettre toutes les chances de mon côté. Nous avons dû rassembler soigneusement des preuves de l'infidélité, ce qui a été plus émotionnellement éprouvant que je ne l'avais anticipé. Chaque message que je lisais était une nouvelle blessure dans mon cœur déjà meurtri, mais je me suis calmée en me disant que c'était crucial pour le processus légal. Avec l'aide de mon ami, nous avons compilé méticuleusement tout, messages textes, journaux d'appel, interactions sur les réseaux sociaux, dans un dossier complet. Plus je m'y plongeais, plus je réalisais à quel point la trahison était profonde. Il était évident que cette liaison n'était pas une erreur soudaine, mais plutôt une série d'actions calculées qui s'étendaient sur des mois, voire plus longtemps. Maintenant, l'objectif n'était pas seulement d'obtenir un divorce, mais aussi de m'assurer de conserver mes biens. Vous voyez, la maison dans laquelle nous vivions était quelque chose pour laquelle je m'étais donné du mal. C'était plus qu'une propriété. C'était le symbole de la sueur et des larmes que j'avais versées dans notre entreprise maintenant en faillite. La dernière chose que je voulais, c'était la perdre. Heureusement, mon ami était un vrai professionnel. Il m'a guidé tout au long du processus, expliquant comment protéger mes droits sur la maison et les autres biens que nous possédions. Il était là pour moi non seulement en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'ami, me fournissant un soutien émotionnel pendant la tourmente. En quelques semaines, nous avions tout prêt. Nous avons agi rapidement et avons remis à ma femme les papiers du divorce. Elle a été complètement prise par surprise. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je souhaiterais pouvoir dire que j'ai ressenti du remords en la voyant dans cet état, mais tout ce que j'ai ressenti était une sombre satisfaction. Quand la réalité de la situation a commencé à lui apparaître, elle est devenue hystérique. Elle est tombée par terre, sanglotant de manière incontrôlable, mais je n'ai pas bronché. J'avais déjà passé trop de nuits à pleurer sa trahison. Il était temps pour elle de ressentir la douleur.
Lorsqu'elle a réalisé qu'elle allait se retrouver sans abri, sans économie ni sécurité financière, la véritable panique s'est installée. Elle a essayé de plaider avec moi, me suppliant de reconsidérer, mais j'avais pris ma décision. Elle avait semé ce qu'elle récoltait, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Tout s'est ensuite enchaîné très rapidement. En l'espace de quelques semaines, elle était sortie de ma maison. J'ai changé toutes les serrures, m'assurant qu'elle ne pourrait plus rentrer, et la dernière fois qu'elle a tambouriné à la porte pour essayer de rentrer. J'ai appelé la police, et ils ont émis une ordonnance restrictive contre elle. Ce n'a pas été un parcours facile car j'ai ressenti beaucoup de colère, de trahison et de chagrin. Mais tout au long du processus, j'ai aussi découvert une nouvelle force en moi que je ne soupçonnais pas. Mon ami était là avec moi. J'étais là avec moi, m'aidant à traverser cette période difficile, et je lui en suis reconnaissant. Aujourd'hui, je me trouve dans un bien meilleur état, émotionnellement et mentalement. J'ai appris à donner la priorité à mon bonheur et à ma paix, et j'ai hâte de reconstruire ma vie jour après jour. Juste après que tout se soit passé, j'ai immédiatement recommencé à faire de l'exercice. Pendant plus de 20 ans de notre relation, je faisais de l'exercice presque tous les jours. Mais lorsque ma dépression a commencé et que j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, j'ai arrêté de faire de l'exercice. Alors j'ai déjà perdu du poids et je suis en grande forme maintenant. Quant à ma femme, eh bien, elle a fait ses choix et elle a dû en assumer les conséquences. Je n'éprouve plus aucun ressentiment à son égard. C'est plus de l'indifférence maintenant. J'ai décidé d'avancer, d'apprendre de cette expérience et de devenir une personne meilleure et plus forte. Après tout, c'est tout ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas? Nous relever et continuer d'avancer, peu importe la difficulté du chemin. J'ai entendu dire qu'elle avait des problèmes financiers et avait atteint le plafond de ses cartes de crédit. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle s'attend réellement à ce que je l'aide avec ses impôts. Elle a une dette de plus de 3000 $. Elle m'a envoyé un email en prétendant que c'est injuste pour elle de tout payer, car nous étions mariés pendant les 5 premiers mois de l'année de notre divorce. Peux-tu croire une telle audace? Elle a essayé de justifier toutes ses actions terribles et destructrices pour l'âme, et pourtant, elle pense que je devrais l'aider à payer ses impôts. Il est clair qu'elle me respecte si peu qu'elle suppose même que je l'aiderai. J'en suis arrivé au point où je m'en fiche complètement, donc je n'ai même pas pris la peine de répondre et de lui donner la satisfaction d'une réponse. Peut-être aurais-je pu faire un commentaire sarcastique, genre, pourquoi ne demandes-tu pas à un de tes petits amis de t'aider, peut-être celui qui t'a emprunté de l'argent et ne l'a jamais remboursé. C'est en fait assez amusant. Tu te rappelles le gars dont j'ai dit qu'elle avait emprunté de l'argent? Eh bien, avant notre premier jour J, elle a prêté de l'argent à l'un des gars avec qui elle était impliquée, mais ne l'a jamais récupéré. Et voici le clou du spectacle. Apparemment, il était censé le lui rembourser un jour ou deux après le jour J, mais quand elle a révélé que son mari, moi, avait découvert leur liaison et qu'ils ne pourraient plus jamais se parler, son intérêt pour le remboursement a disparu. Il n'avait probablement jamais eu l'intention de lui rembourser en premier lieu, mais elle croyait qu'il avait quelque chose de spécial, alors elle n'a jamais pensé qu'il lui mentirait. En ce qui me concerne, je travaille dans un emploi qui me plaît et j'ai déjà commencé une autre entreprise. Je peux recommencer à zéro, mais j'ai l'impression d'être sur le chemin du bonheur, même si je ne rencontre jamais quelqu'un d'autre. Le point principal que je veux souligner avec tout cela, c'est qu'auparavant, juste y penser me perturbait vraiment. Cependant, depuis que je ne suis plus en contact, je m'en fiche tout simplement. Je suppose que je peux le voir comme une amende de 3000 $ pour avoir fait de mauvais choix de vie.